Bonjour Olivier Caporossi, vous présentez pour le Salon du livre judiciaire un ouvrage qui s'intitule Exercer la justice du roi à Madrid, la justice royale dans une ville de cour pendant le règne de Philippe IV, 1621-1665. Cet ouvrage est paru à Bordeaux, aux presses universitaires de Bordeaux, en 2020. C'est issu de votre thèse, mais je rassure tout de suite l'auditoire, il ne s'agit pas d'une thèse lourde pavée. D'abord, elle ne fait que 334 pages avec des annexes en supplément, mais surtout, elle est tellement alerte qu'on la lit facilement. Olivier Caporossi, vous êtes un ancien membre de la prestigieuse maison et la Casa de Velasquez. Et vous êtes actuellement maître de conférence à l'université de Pau, pays de l'Adour, depuis 2003 et auteur de très nombreux articles. Vous êtes plutôt spécialiste d'histoire politique et judiciaire, les deux étant intimement liés, ce qui est tout à fait normal étant donné la période que vous étudiez, de l'Espagne, ce qui est plus rare, et d'une Espagne à l'époque de Velázquez, donc qui fait toujours rêver. Actuellement, en matière d'histoire de la justice, vous orientez plutôt vos recherches vers le faux monnayage, si j'ai bien suivi. Oui. Donc on attend la suite. Alors, le règne de Philippe IV, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, mais attends, le règne de Philippe IV, ça n'est quand même pas un règne particulièrement brillant par rapport aux prédécesseurs, Charles Quint et Philippe II. Il ne semble pas avoir le prestige politique donc, de ses aïeux Habsbourg, et pourtant, sans que vous tentiez une réhabilitation à aucun moment, vous montrez dans ce livre que le roi s'est appuyé sur la justice pour asseoir et même développer son pouvoir sans y voir une téléologie quelconque. Mais vous décrivez cette puissance accrue par le biais de la justice et en particulier à Madrid. Alors, Madrid, ce n'est pas si évident que cela, car l'Espagne, à la différence de la France, effectivement, n'est pas un État centralisé. Madrid ne peut pas être considéré comme une capitale comme l'est Paris, de la même façon, alors que Paris, depuis, on peut dire, les premiers Capétiens, on a une assise institutionnelle, judiciaire, qui s'installe et qui fait de la ville, justement, la capitale du royaume, ou qui contribue en tout cas largement à faire de la ville la capitale du royaume. À Madrid, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça n'est pas à proprement parler une capitale judiciaire, mais vous faites très finement remarquer que c'est une ville de cour, où bruissent les intrigues, et où se partagent les pouvoirs. Et qui dit partage de pouvoir, dit concurrence. L'apport de votre livre, qui est solidement charpenté, comme je l'ai dit en introduction, en 3 parties, 12 chapitres, est justement de montrer à travers de nombreuses études de cas, comme des sortes de petits pointillés de micro-histoire, de micro-récits, comment, si vous voulez, les institutions castillanes se sont développées, comment le pouvoir royal a pu s'imposer comme pouvoir justicier, malgré les juridictions qui lui sont concurrentes, et on peut même dire grâce aux juridictions qui sont concurrentes, puisqu'il arrive justement à les dépasser. Voilà à peu près le décor planté, et ma première question serait de vous poser justement cette question sur les juridictions. Faites-nous un tableau rapide des juridictions, je dis rapide parce qu'il y en a 60, enfin une soixantaine, qui se partagent Madrid pendant la période considérée, qui partagent la ville. Alors, dites-nous quelles sont les différentes juridictions, bien sûr, religieuses, etc. Voilà, je vous écoute. Merci. Merci pour votre question. Oui, l'intérêt de Madrid comme ville de cour, c'est finalement qu'il constitue une sorte d'abrégé du paysage juridictionnel du royaume de Castille. Alors, il y a en effet plus de 60 juridictions, plus ou moins importantes. Pour résumer, je crois qu'on peut distinguer 4 types de juridictions.
On va distinguer les juridictions royales et laïques qui sont plus ou moins sous la tutelle du Conseil de Castille, à savoir les alcades de cour qui sont les juges de l'hôtel et de la cour, 6 juges de l'hôtel et de la cour qui constituent un tribunal supérieur sur la ville de Cour, le corregidor de Madrid, la propre tribunal municipal. Il y a aussi la junte royale du bureau qui est une juridiction palatine, une juridiction suprême concernant la maison du roi et les autres maisons de la famille royale. Là, ce sont disons, l'ensemble laïque. À côté, on verra un ensemble très important qui est l'ensemble ecclésiastique, de différentes juridictions ecclésiastiques, allant de l'archevêché de Tolède, puisqu'il n'y a pas d'évêché à Madrid. C'est donc l'archevêché de Tolède qui est représenté à Madrid par les juges ecclésiastiques. L'Inquisition, qui elle aussi, de Tolède, a des familiers qui sont installés à Madrid. L'Inquisition, la chapelle royale qui fait partie de l'ensemble palatin, mais qui a une juridiction ecclésiastique. Je pense aussi à l'Annonciature, qui représente le pape, qui est à la fois une juridiction diplomatique et ecclésiastique, et qui va, sous le règne de Philippe IV, être en conflit permanent avec des juridictions laïques. On peut aussi penser à d'autres juridictions qui ne sont pas installées à Madrid eux-mêmes, mais qui ont un rôle important à Madrid à cause de leur public. L'université d'Alcalá, qui est comme les universités, une juridiction ecclésiastique, a une importance dans le gouvernement de la ville de Madrid, parce que beaucoup de ces étudiants vivent à Madrid. Et donc, ils commettent leurs méfaits. Donc ça, c'est l'ensemble ecclésiastique. À côté de cet ensemble ecclésiastique, il y a un ensemble militaire, une série de juridictions militaires. Et qui est très Alors, important. la plus Très important. oui, très important. D'abord, il y a le Conseil de guerre qui chapeaute l'ensemble de ces juridictions. Il y a l'armée ordinaire, c'est-à-dire que le roi, à plusieurs reprises, réunit l'armée aux environs de Madrid, et donc les militaires qui sont en attente du départ vivent dans Madrid. On compte aussi les 3 gardes du roi, un garde allemande, garde espagnole et la garde flamande, qui relèvent du palais, mais qui vivent au milieu de la société civile et qui ont une juridiction militaire. On peut aussi penser aux ordres militaires, alors qui ont une juridiction particulière, le Conseil des ordres militaires, puisque c'est à la fois une juridiction seigneuriale, militaire et ecclésiastique, même si l'aspect ecclésiastique n'a jamais vraiment été reconnu par la monarchie. Et je dirais un dernier ensemble qui serait celui des ambassades et des juridictions diplomatiques qui sont placées sous la protection directe du monarque, donc sous sa justice réservée. Voilà à peu près toutes ces grandes juridictions. Il y en a d'autres qui sont sous leur tutelle, plus ou moins, et c'est-à-dire que l'ensemble constitue une sorte d'entrelac assez complexe et qui donne à la ville de Madrid un intérêt particulier pour l'historien qui s'intéresse aux juridictions. Et des archives. Et des archives, évidemment. Voilà. Oui, avec des archives plus ou moins complètes. Et plus ou moins complètes, mais quand même. Vous savez, bon, la médiéviste que je suis, moi, peut rêver quand même sur les séries que vous avez, qui sont toujours continues quand même, ou presque. Voilà. Donc, vous avez quand même de très belles archives, effectivement. Et l'un des mérites, justement, de ce livre, c'est de les avoir mises en perspective et de les compter aussi, de compter les quelques données. Donc, un ensemble, un entrelac, je crois que le mot que vous avez choisi est tout à fait juste. Hein. Alors, un entrelac qui fait d'ailleurs, entre parenthèses, que les sujets qui habitent Madrid peuvent certainement jouer entre ces différentes juridictions. Hein. Bon. Alors, ma deuxième question, du coup, hein, voilà, il me semble qu'on a quand même, du coup, avec cet entrelac, qui paraît pesant quand on vous écoute, parce que ça paraît, hein, et beaucoup plus souple qu'on ne le pense, parce que justement, il y a une concurrence entre ces différentes juridictions qui se marchent sur les pieds. Hein. Est-ce que vous pouvez nous donner, et ça serait l'objet de ma deuxième question, hein, des exemples de conflits de juridiction au sein même de l'enceinte royale, alors cette fois-ci du palais,
est-ce que c'est pour vous un signe de faiblesse du pouvoir royal? Et comment est-ce que les conflits sont résolus? Alors, euh, si on prend ce qu'on avait appelé l'espace palatin, Oui, alors, d'un on va point de vue matériel, un peu, hein, on va réduire, parce que sinon, on va réduire. les Français, C'est normalement la maison du roi est sous la juridiction de l'agent du bureau qui oui, essaye de contrôler les juridictions militaires de chaque garde, qui a pour juge, chaque garde ayant pour juge un capitaine. Euh, En plus de cela, il y a d'un autre côté la chapelle royale qui a sa propre juridiction. Et qui est à puis, moitié laïque, moitié ecclésiastique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. voilà, enfin, la chapelle royale est surtout ecclésiastique, mais en même temps, elle peut bénéficier de l'espace palatin. Il faut savoir que les alcades de cour, en tant que juges de l'hôtel et de la cour, sont aussi chargés de la police autour du palais royal, qui peuvent y intervenir directement dedans, ce qui crée des conflits avec les gardes qui, eux, ont en charge la sécurité du prince et de sa famille. Voilà. Voilà un exemple Donc, type, hein, de voilà conflit. un type d'exemple Ouais. de conflit. Euh, J'allais dire que, cette, que ces conflits passent en fait, par des réseaux de clientèle et par des rapports de force qui varient d'un moment à un autre, d'une année à une autre. Les capitaines des différentes gardes ont du mal à reconnaître la jeune du bureau, jouent dans les conflits de juridiction qu'ils ont avec les alcades de cour entre l'autorité de la jeune du bureau et celle du conseil de guerre de manière constante. C'est un jeu qui se, c'est un jeu qui en fait a lieu avec toutes les juridictions. Généralement, les conflits sont sur la personnalité du prévenu ou des prévenus, à quel corps ils appartiennent, à qui doit leur rendre justice, sur la question d'un territoire, mais un territoire qui n'a jamais de vraie limite fixée. Ouais. Ce sont donc un territoire aux limites floues qui permettent justement ces conflits en Ouais. fonction de l'intérêt qu'ont les institutions à aller jusqu'au bout ou non du conflit de juridiction. Il y a aussi ce qu'on appelle le consentement, c'est-à-dire la question de la validité des serments. Par exemple, très souvent, les militaires qui sont arrêtés par les alcades de cour prétendent ne pas avoir à répondre aux interrogatoires parce qu'ils n'ont prêté de serment qu'à leur capitaine. Et donc, sans l'autorisation de leur capitaine, ils ne sont pas censés répondre aux juges. C'est une situation qui disparaîtra au début des années 1660, hein, grâce à une intervention du roi. Donc, on a tous ces conflits qui, à l'intérieur du palais, mais qui sont aussi à l'extérieur. Parce que la notion de palais est une notion floue, c'est-à-dire que lorsque la maison du roi se déplace, par exemple, lors d'un défilé pour le Corpus Christi, il traverse donc toute la ville de Madrid euh, pour aller à la cathédrale San Jerónimo, par exemple, eh bien, cet espace devient un espace palatin. D'accord. Et donc dépend aussi bien de l'agent du bureau, des capitaines des militaires, que des alcades de cour et du corregidor et de la ville de Madrid. Ce qui crée, dès qu'il y a des conflits, des querelles qui aboutissent à des rixes, Oui. euh, encore plus, j'allais dire, d'affaires. Pour ce qui est du mode de résolution, le Oui. mode de résolution, c'est d'abord les contacts entre les différentes juridictions, l'envoi d'une correspondance pour demander à l'autre de renoncer à sa juridiction. Alors, Oui. il y a réponse positive ou non. Ensuite, on passe à l'échelon supérieur, voire on fait intervenir deux autres institutions concurrentes. C'est-à-dire que le capitaine peut s'adresser en même temps au conseil de guerre et à la jeune du bureau dans le cadre d'un conflit avec les alcades de cour, Oui. qui eux vont de leur côté s'adresser au conseil de Castille. Donc les choses vont remonter à un niveau plus haut. Et à ce moment-là, les conseils correspondent entre eux et soit ils réussissent à se mettre d'accord, Oui. Par une sorte de soit ils n'y arrivent transaction. pas, ils passent au roi,
Oui, oui, Soit il y a une troisième solution qui est celle qui va être institutionnalisée progressivement, c'est ce qu'on appelle les jeunes de compétences, qui réunissent les institutions en conflit, généralement au niveau des conseils. Donc il faut déjà que ce soit arrivé au bout du sommet du jeu du conflit de juridiction. Et là, on a une institution qui se réunit régulièrement, ce qu'on va appeler la grande junte de compétences, et qui qui résout. négocie plusieurs fois par semaine ce type d'affaires. Ah oui, 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 oui. Alors, justement, On se réunit 2 fois par semaine normalement. ouais, en décrivant ce que vous venez de dire, vous, vous attaquez presque ma troisième question, parce que je voulais vous poser une question sur le titre que vous aviez employé pour votre deuxième partie, que j'aime beaucoup, hein, parce que ça correspond parfaitement à ce que vous avez écrit, ce que vous venez de dire. La machine du conflit juridictionnel. Et vous venez de dire dans votre propos que, en fait, on avait abouti à créer de nouvelles juridictions pour résoudre ces conflits de compétences. Donc, dans quelle mesure, et rapidement peut-être parce que le temps passe, nous dire finalement, est-ce que ces conflits de juridiction ne sont pas créateurs de droits? Oui, alors en fait, la machine, ce que j'appelle la machine juridictionnelle, Oui, qui est la machine du mécanisme du conflit oui, juridictionnel, elle, je l'ai étudiée surtout du point de vue de l'action du Conseil de Castille, oui, qui se promeut comme la Cour suprême de la Castille, mais aussi de l'ensemble de la monarchie, et qui a pour objet justement de maintenir l'équilibre des forces entre les différentes juridictions, oui. les différentes institutions judiciaires, ainsi que d'imposer une politique judiciaire qui est celle du monarque. Alors ça aboutit à de la créativité juridictionnelle avec les juntes de compétences, qu'on a déjà parlé, mais aussi à de nouveaux, disons, au renouvellement de certaines procédures. Alors, on peut parler de tout ce qui relève de la voie de force ou du recours de force avec la juridiction ecclésiastique, qui finit par aboutir en 1639 à un accord avec l'annonciature, au terme duquel l'annonciature finit par reconnaître au Conseil de Castille le droit de fixer son fonctionnement en termes judiciaires, de définir le prix des différentes procédures qu'elle peut mettre en place, je veux dire, le prix de la justice de l'annonciature. Donc cela va très loin. Euh, D'un autre point de vue, lorsqu'on a par exemple des conflits avec les diplomates, avec les ambassades, notamment qui bénéficient de dépenses, c'est-à-dire d'exemptions fiscales, Oui. euh, les conflits permettent souvent au roi de réaffirmer d'abord qu'il ne reconnaît pas l'extraterritorialité des ambassades, hein, Oui. c'est quelque chose sur lequel le roi ne reviendra jamais, et que justement ces ambassades bénéficient d'une exemption pour la famille et pour les diplomates, mais qui sont placées sous la protection du souverain et à ce titre dépendent des juges de l'hôtel et de la cour. Oui, ce Donc que je on pense. a, Allez-y, oui, oui. Excusez-moi de oui, vous avoir et interrompu. on a donc, si vous voulez, la création, après les conflits, la création ou la confirmation de véritables droits. De la même manière, le privilège militaire des gardes royales est limité lorsque, suite à une série de conflits sur la fiscalité, puisque certaines gardes tiennent des auberges ou des commerces et refusent à ce titre de payer les taxes sur les marchandises. Cela aboutit à une série de conflits, à un rappel à la loi. Euh, D'une part, les gardes ne peuvent pas faire le commerce, et d'autre part, s'ils le font, eh bien, ils dépendent de la juridiction civile, laïque des alcades de cour. Vous La voyez, même chose pour imposer oui, pardon. ce qui est important, me semble-t-il, parce que comme on est obligé de tenir par Mm, le temps, je voudrais essayer mm. de refaire un point de synthèse. Ce qui est important, me semble-t-il, à avoir à l'esprit, c'est que la justice d'Ancien Régime, et là l'Espagne, et comme la France, hein, se fait aussi par la pratique. Oui. En France, c'est plutôt le Parlement qui crée Mm, le droit des affaires. Là, vous avez
quelque chose qui est encore plus pragmatique, qui est, me semble-t-il, effectivement, plus vivant, quelque part. À l'issue du conflit de juridiction, on a des décisions qui cadrent les choses. Alors, qui cadrent la procédure. Alors, je voudrais qu'on aille très rapidement sur la question 4 que je voulais vous poser. Oui. C'est que, et où je me suis retrouvée, évidemment, forcément, la prééminence de la justice, c'est la grâce. Hein, la justice royale, j'entends. C'est la grâce qui va passer par-dessus tout l'ensemble des juridictions. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Parce que malheureusement, il ne nous reste que quelques minutes. Oui, alors j'ai utilisé les pardons du vendredi saint, donc une Oui, cérémonie au cours de laquelle le roi gracie ou remet euh, une rémission de peine concernant les justiciables. Ce sont les justiciables qui, en fait, font une demande auprès du conseil de la chambre de Castille qui va les traiter du point de vue administratif et dont on a conservé presque 3000 demandes avec l'ensemble des procès et des procédures. C'est-à-dire que l'intérêt de cette source, c'est d'avoir tous les actes des procès et tous oui. les actes des recours. Ce qu'on n'a pas pour la France. Hein. Donc, alors, Allez-y. il y en a à peu près 3000 pour la période 1587-1700 sur l'ensemble de l'Espagne. Moi, j'en ai utilisé 205 qui correspondent aux crimes commis à l'intérieur de la ville de Madrid pendant le règne de Philippe IV et qui représentent à peu près 7% du total. D'accord. Euh, alors, ils ont des particularités, c'est-à-dire que ces demandes de pardon euh, sont dominées par les crimes de sang. Oui. Donc, plus de 90%. Les atteintes aux biens ne représentent que 5% de l'ensemble. Et dans ces crimes de sang, il y en a 39% qui relèvent des résistances à la justice ou qui sont associés à des résistances à la justice. C'est quand même Donc, le extraordinaire. roi est. Hein, gracier Oui, ceux qui ont résisté à la justice. C'est quand même extraordinaire. C'est vraiment de la grâce totale. Oui. oui, c'est. Et le roi, à cette occasion, le roi qui se place dans l'imitation christique en Ouais. utilisant ce pardon, va pardonner l'offense publique, mais rarement l'offense privée. C'est-à-dire que même s'il en a le droit, hein, les Ouais. manuels juridiques précisent qu'il en a le droit, mais lui s'attache à respecter ce qu'on appelle l'offense privée, c'est-à-dire le pardon de la partie offensée. Le D'accord. plus souvent, dans plus d'un cas sur deux, pour obtenir le pardon du roi, il faut d'abord avoir le pardon de la partie offensée. Ouais. Donc, il faut Parce que que la vengeance, l'offense hein, privée soit vous réglée. savez. Oui, mais ça, Oui, Olivier, c'est la vengeance qui est derrière. Hein. la vengeance. Oui. Ah oui, bah oui, bah oui. Quand même, C'est il craint les représailles. Hein. Pas lui, pas pour lui, mais pour la partie qui aurait la été partie, voilà. arbitrairement, totalement arbitrairement graciée. On va être obligé de s'arrêter. Je voudrais. C'est vraiment une richesse extraordinaire ce livre. En tout cas, moi, ça m'a ouvert beaucoup de, de perspectives parce que je ne pensais pas, si vous voulez, que à l'époque moderne, dont je suis moins spécialiste, on avait, si vous voulez, cette pratique de la grâce aussi, aussi forte. J'ai l'impression qu'au même moment, Louis XIV, qui a continué aussi à gracier, Oui. n'a pas exactement de cette façon. Hein. Bon. Donc, la comparaison serait intéressante à poursuivre, mais moi, je conclurai, si vous voulez, tout simplement en disant que finalement, la justice du roi l'emporte en pratiquant à la fois l'arbitrage et l'arbitraire. L'arbitrage dans les conflits de juridiction, l'arbitraire par le biais de la grâce. Et c'est par là, si vous voulez, que finalement, il impose son pouvoir justicier sous la forme de ce qu'on peut appeler le don royal, parce que c'est le don de paix dans les Oui. deux cas. Dans les deux cas, c'est un don de paix. Donc, peut-être que Philippe IV n'a pas trop réussi à être un roi de guerre, mais il a en tout Oui. cas, grâce à vous, réussi à être un roi de paix. Je vous remercie beaucoup, Olivier, et c'est une occasion formidable de vous revoir et d'avoir pu apprécier votre travail. Eh Donc, bien, je pour moi répète, aussi, voilà, et encore tous mes remerciements. ce livre-là qui est très important. Vous voyez que je l'ai lu parce qu'il y a des petits post-it pour me rappeler les
pages qui m'ont davantage intéressée. Je vous remercie beaucoup et bonne continuation en cette fin d'année un peu difficile. Au revoir. Oui, ça. Au revoir, merci beaucoup. Je vous en prie.